je cloisonne vie pro, vie perso, parce que c'est le problème quand on a sa boîte et on l'apprend assez vite, c'est qu'au contraire, garder le sport, garder du coup la qualité de sommeil qui va avec, la nutrition, tout le reste, pour être vraiment focus dans les moments importants de ma boîte. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destiné à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne de podcast Santé d'entrepreneur et je suis ravie d'accueillir un nouveau dirigeant qui s'appelle Kevin. Alors Kevin, je vais te laisser la parole pour te présenter ta fabuleuse entreprise et nous dire qui tu es, quelle est ta boîte, comment tu t'en es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour la développer. Raconte-nous toute ton histoire. Bonjour Bérénice, donc Kevin, moi je suis le cofondateur de Ngo Shoes. Donc Ngo, on est une marque de basket éthique basée à Nantes. J'ai cofondé l'entreprise en 2017, donc il y a 8 ans. Comment est née l'idée? Alors, elle vient pas de nos parcours avec Ronan et moi parce qu'on n'a pas de famille d'entrepreneurs et on ne pensait pas forcément créer de boîte. On n'a pas fait l'école de commerce par exemple. Moi, je viens de l'expertise comptable, je travaille en cabinet. Et c'est vraiment la quête de sens qui m'a mené vers l'entrepreneuriat. Il se trouve qu'à 25 ans, j'attendais beaucoup de mes vacances pour voyager et vivre une aventure, voyager un peu partout dans le monde. Et je me suis dit que ça allait être long et qu'il fallait que je fasse de mon quotidien une aventure. Et c'est comme ça que j'ai voulu entreprendre. Mais entreprendre autour de mes valeurs, avant même de parler de chaussures d'ailleurs, c'était pas vraiment... une marque de chaussures, c'était pas ça la vocation. La vocation, c'était de l'ADN de la RSE. Et il se trouve que j'aimais découvrir différentes formes de savoir-faire, d'artisanat dans les différents pays que je visitais. Sûrement parce que je suis moi-même pas très bon de mes mains. Et donc, c'est ça qui m'a motivé à entreprendre autour du commerce équitable et d'avoir dans mon quotidien un lien multiculturel, quelque chose qui fasse que je voyage, quoi. Donc l'idée, elle est née un peu de là et je ne me voyais pas faire ça seul, donc j'en ai parlé à Ronan, que je connais depuis le lycée. Et lui, il se trouve qu'il a fait son stage de fin d'études au Vietnam pour une ONG. Et donc quand je lui ai parlé de ça, moi je pensais plus Amérique latine. Et lui, il a dit, je connais le Vietnam, je parle vietnamien, je veux retourner là-bas. Il y a un tas de minorités ethniques et de savoir-faire là-bas. Donc, il est reparti en 2016 et on a créé la boîte entre la France et le Vietnam avec l'envie de travailler autour du savoir-faire et de l'artisanat, de reverser une partie à une asso. Avant même de faire du chiffre d'affaires, on savait qu'on voulait reverser une partie. Et on voulait aussi changer l'aspect, alors du coup, social, sociétal, mais aussi environnemental de ce milieu de la mode qui est extrêmement polluant et qui est extrêmement néfaste. Donc voilà comment a été créé Ngo, et on a été vers les chaussures parce que
parce que tous les deux fans de sneakers, et encore une fois, c'était la passion qui nous animait, et parce qu'il y a un gros savoir-faire au Vietnam dans la basket. Toutes les grandes marques sont là-bas. Donc, beaucoup du réseau de Ronan nous ont redirigés vers la basket. Donc ça, c'est le pourquoi on a créé Ngo. Et ensuite, quand on s'est lancé avec une campagne de crowdfunding, tout d'abord, à l'époque sur KissKissBankBank. Puis, on a lancé notre site internet. Puis, on est rentré en magasin. Le déclic, il a eu lieu en 2018, donc un an après le lancement, où on a lancé une nouvelle gamme en cuir qui est très vite devenue notre best-seller et qui est toujours notre best-seller aujourd'hui, 7 ans après. Donc, comme quoi la mode, ça joue beaucoup aussi par les produits qu'on propose. Et c'est grâce à ce produit qu'on est rentré aux Galeries Lafayette en 2019, Haussmann, BHV, tous les grands magasins. Donc ça a été vraiment une vraie révolution pour nous. Et après, on a pu avoir les moyens de recruter, et de recruter notamment sur la partie communication et marketing, qui ne sont pas nos compétences premières, et pour autant qui sont indispensables dans une marque de mode. Donc c'est vraiment ça qui a été le déclic. Et pour ce qu'on fait, Ronan et moi, Ronan, lui, il vit à Ho Chi Minh au Vietnam. Donc il gère toute la prod, le développement produit, les relations de fournisseurs, puisqu'on veut travailler sans intermédiaire, donc être en direct avec tous nos fournisseurs pour plus de transparence de leur part, et donc on donne à nos clients. Et un circuit court. Exactement, et un circuit court et local au Vietnam. Alors après, trajet en conteneur maritime, mais en tout cas, on a la faculté de travailler avec tous les fournisseurs nécessaires dans la chaussure au Vietnam. Et moi, je m'occupe de la direction générale de l'entreprise, gestion financière, RH. Alors, on est une boîte de 10 personnes, donc on est vite couteau suisse. Mais voilà, moi, j'ai la direction générale et Ronan, responsable des opérations et de la production. Ok, super. Alors moi, j'ai quelques petites questions pour apporter des précisions. La campagne de crowdfunding, du coup, elle vous a permis de récolter combien et de démarrer avec quoi, en fait? Alors, au début, déjà, pourquoi on a fait une campagne, c'est que, premièrement, c'est une avance de trésorerie, puisqu'on vend nos paires en précommande, on a l'argent et ça nous a permis de financer notre première production. Du coup, sans l'aide des banques, même si après coup, on a fait appel aux banques, mais en tout cas, au début, on n'a pas eu besoin. Et c'est aussi et surtout une étude de marché grandeur nature, parce qu'en fait, les gens précommandent nos chaussures parce que le mix marketing-produit est bon, quoi, est validé. Donc, c'est ça. Et en même temps, c'est aussi une façon de communiquer. En plus, c'était le début des campagnes de crowdfunding, donc les médias en parlaient davantage. Donc ça a pas mal parlé et on a fait de mémoire un peu plus de 17 000 €, je crois, sur la commande, sur la précommande, et du coup ça nous a validé notre première production et ça a lancé l'aventure et ça nous a permis d'avoir financé le premier stock, financé le site internet qui a pris le relais de la campagne, et puis après on a repassé rapidement une nouvelle production. On a fait appel aux banques et à Initiative Nantes, puis à Réseau Entreprendre. Et en fait, on a vraiment passé des paliers et des échelons petit à petit, quoi. D'accord. Comment vous avez fait pour rentrer aux Galeries Lafayette? Eh bien, comment on a fait moi déjà, c'est moi qui m'occupais de la partie commerciale magasin. Ce que je m'étais dit un peu naïvement, c'est nos paires, on les vend déjà à des centaines, à des milliers de clients. Nos valeurs, la RSE, c'est quand même assez nouveau. En 2016-2017, il n'y a pas beaucoup de marques, en tout cas moins qu'aujourd'hui. Nos produits y plaisent, le prix est bon. Je vais aller voir des magasins et ils vont les acheter, quoi. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai pris les chaussures dans le coffre et j'ai fait les 20 plus grandes villes de France en train et en voiture, donc Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, etc. Et j'ai fait tout simplement du porte-à-porte pour aller voir les boutiques de sneakers, de baskets, de prêt-à-porter, les concept stores. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient à peu près tous le même discours, qui faisait qu'ils sont d'ailleurs en fait un peu suiveurs. Ils me disaient d'accord, très bien, mais chez qui vous êtes revendu? Ok, et il me disait aussi ok, mais qui vous connaît, et moi personne n'est jamais rentré dans mon magasin pour demander du Ngo. Okay. Et donc ça me faisait un peu penser à l'étudiant qui sort
de ses études et qui veut sa première expérience, mais tout le monde lui demande une expérience, quoi. C'était un peu ça. Et personne, du coup, voulait. Alors, personne, j'exagère, si, on a eu des magasins qui ont été un peu plus. Qui sont un peu plus novateurs, qui nous ont fait confiance. Et d'ailleurs, certains, on les a encore aujourd'hui. Donc, on s'est créé des partenaires historiques. Mais du coup, ça m'a fait dire, OK, il faut qu'on fasse les choses à l'envers. On a participé à des salons sur Paris, donc le Who's Next à Paris. Et on a plutôt... alors, le premier Who's Next, ça a été un échec. On ne l'avait pas préparé. On n'a même pas été en tant que visiteur. Donc, on a fait à peu près toutes les erreurs qu'on pouvait faire. Et on a fait chou blanc. Et par contre, le deuxième, là, on est arrivé avec plus de connaissances. Et là, on a fait un bon salon. On a bien taffé le stand. On a bien taffé les shootings et l'image aussi de nos produits et de la marque. Et il se trouve que Galeries Lafayette lançait Go for Good, donc un label pour la mode éthique. Et ils recherchaient des marques pour ce label. Et ils nous avaient identifiés sur le salon, ils sont venus nous voir à 3. D'ailleurs, je me rappelle sans se présenter en disant tiens, parlez-nous de la marque, etc. Donc, j'ai fait mon pitch. Et après, je leur dis parce que vous avez des boutiques, vous êtes revendeur. Et donc là, elle me tend sa carte et je vois acheteuse Galeries Lafayette. Donc là, mes yeux s'illuminent et je me dis waouh. Et en fait, on s'est revus après sur Paris dans leurs locaux. Et un mois ou deux après, ils ont passé leur première commande. Et on a fait 3 ans chez eux à peu près, 2 ans jusqu'au Covid, où le Covid est venu entacher leur activité et du coup on a cessé d'être distribué chez eux à partir de là. Mais en tout cas, ça nous a lancé parce qu'après ça a été notre carte de visite. Quand on nous demandait chez qui vous êtes revendu, on est revendu à Haussmann, au BHV. On était à côté des plus grandes marques. Donc ça nous a aidé à décoller en B2B. Ok. Et tu as embauché ton premier collaborateur quand, du coup? Eh bien, à peu près au même moment, en 2019. Elle était en stage pendant 6 mois chez nous, sur la partie com, puis elle était aussi photographe, donc elle faisait la partie shooting et direction artistique. Et on l'a embauchée au bout de 2 ans d'activité à peu près. Ok. Et ça a été un vrai déclic pour nous, d'avoir quelqu'un dédié à la com et autres. Ça nous a vraiment aidé à nous professionnaliser et sur des sujets hyper importants dans la mode. Donc, elle s'appelle Anaïs. On ne la remerciera jamais assez de ce qu'elle a fait pour Ngo. Ok, génial. Du coup, aujourd'hui, tu en es où là dans l'activité, dans le développement, en termes de chiffre d'affaires, de nombre de collaborateurs? Tu m'as dit qu'il y en avait 10. Ouais, c'est ça, on est une équipe, alors ça aussi avec les alternants, mais on est à peu près 10 personnes pour à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et le contexte, c'est quand je disais qu'on a grandi étape par étape, c'est vraiment le cas puisqu'on a toujours été en croissance non-stop jusqu'à 2022 et toujours rentable. Ça, je le dis souvent parce que c'est assez rare quand même d'être rentable dès le premier exercice. Et finalement, c'est ces 2 dernières années avec le contexte économique qu'on connaît et encore plus dans notre secteur du prêt-à-porter, où là, il y a 2 années plus compliquées, 2023-2024. Et en plus, année où 2023, on clôture notre première levée de fonds. Donc, c'est un peu paradoxal. On devient déficitaire au moment où on fait la levée de fonds. Je pense que c'est plus contextuel qu'autre chose, mais voilà, là clairement, l'idée, elle est plus de faire le dos rond, d'asseoir les bases en espérant que le contexte de consommation générale en France, et pas qu'en France d'ailleurs, en Europe aussi, soit meilleur dans les mois ou dans les années à venir, quoi. Ok, parce qu'en termes de commercialisation, c'est quoi les pistes? Aujourd'hui, vous êtes donc référencé dans des boutiques. Vous vendez en direct aussi avec un site e-commerce? Ouais, on a 3 cœurs d'activité. On a le e-commerce. Alors aujourd'hui, on a même 2 sites. On a un site .com qui est le site français et on va dire pour le reste du monde. Et on a un site allemand, donc .de, dédié au marché allemand. Donc ça, c'est nos 2 e-shops. Et pourquoi un site dédié à l'Allemagne? Eh bien, tout simplement parce que on a très vite voulu aller à l'export. En 2019, on fait
notre premier salon à Berlin, le Neonit, qui est un salon dédié à la mode éthique. On rencontre un distributeur avec qui ça matche bien. Il prend l'exclusivité de la marque sur le territoire, allemand et Autriche également. Et en fait, on fait 5 ans avec lui où il développe la marque en Allemagne. Il a représenté jusqu'à un tiers de notre chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, les années 2023-2024 qui sont moins bonnes sont aussi liées au fait qu'on a arrêté avec lui parce que ça s'est tendu en Allemagne également et que du jour au lendemain, il a arrêté de commander. Et du coup, à ce moment-là, on se dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le marché en direct. On va arrêter d'être dépendant d'un intermédiaire. Et du coup, on a récupéré la base de données et son site Internet. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec 2 sites Internet sur 2 CMS différents, PrestaShop et Shopify, en attendant de globaliser les choses. Mais pour le moment, il faut déjà qu'on fasse monter les deux, qu'on fasse notre choix entre Presta et Shopify, et puis on aura un seul et même site demain. Donc ça, le digital, ça va redevenir majoritaire en 2025, puisque les 2 autres cœurs d'activité qu'on a, c'est les magasins, donc pas nos magasins, mais des revendeurs, des multimarques. Et donc, ces revendeurs-là, on en a en France, en Allemagne et un peu partout en Europe. C'est vraiment ce qui va mal en ce moment. Le commerce physique est dur, très clairement. Donc ça, c'est plutôt en perte de vitesse. Et par contre, on a développé un 3e cœur d'activité qui est les entreprises, les CSE, on va dire tout le reste du B2B, puisqu'on a la capacité de customiser, de personnaliser nos paires de chaussures. Et on a fait tout un tas de collabs avec des artistes, avec des clubs de sport. On a le HBC Nantes, on a le Stade Français Paris, on a eu le Tour de France. Et en fait, ça nous a fait dire on pourrait très bien aussi le développer pour les entreprises qui veulent une tenue corporate, qui veulent faire un cadeau à leurs salariés, qui veulent équiper leurs commerciaux. Et donc, on a développé ça et ça se développe bien. Et du coup, ça permet de prendre le pendant des magasins. Okay. Donc voilà, ça, c'est nos 3 cœurs d'activité, mais on est en train de... Le digital pousse pour devenir majoritaire. D'accord. Et donc, sur cette 3e activité, il pourrait y avoir une cible à laquelle je pense qui s'adresse déjà aux entreprises, c'est toutes les agences qui font des objets publicitaires. Exactement. Et on s'est rendu compte d'ailleurs, en faisant notre prospection, que nos meilleurs prescripteurs, c'était les agences de com, agences événementielles aussi, pour les anniversaires de boîtes, pour les team building, pour ce genre de choses, et les agences d'objets publicitaires et marketing. Okay. Donc là, je suis dedans en ce moment, de rencontrer des agences pour leur dire j'ai rien à vous vendre à vous. Par contre, j'ai potentiellement quelque chose d'original à vous donner pour proposer à vos clients, quoi. Ok. Donc, et c'est toi qui fais la prospection au sein de l'entreprise ou tu as aussi des personnes dédiées à ça sur les 10 ? Alors aujourd'hui, c'est moi avec Julie qui m'accompagne sur la partie commerciale. Et on a eu une directrice puis un directeur commercial pendant 3 ans à peu près. Mais là, on a arrêté puisque nos investissements et nos choix vont plutôt vers le digital. Donc, on a fait tout simplement un choix aussi RH de prioriser toute la partie web marketing et e-commerce. Ok. Bon, écoute, on a fait le tour sur le sujet de ta boîte, de la création aujourd'hui, avec l'état des lieux dans ce contexte économique et macroéconomique. Donc, merci pour toutes ces infos. J'aimerais bien maintenant que tu me dises, qu'en est-il de toi toi, en tant qu'individu chef d'entreprise, comment tu gères ta fonction de dirigeant et ta santé, ton état de forme et puis aussi, en 2e temps, quel lien tu fais entre ta santé physique et mentale et la performance de ton entreprise ? Alors là-dessus, j'ai eu plusieurs étapes. La première de la création, c'est... Il faut remettre dans le contexte déjà, je vis en coloc, j'ai pas d'enfant, j'ai 25 ans. Donc très clairement, moi, c'était une vie à 200 à l'heure. Moi qui ai toujours fait du sport et qui suis très sportif, là, j'avais mis le sport entre parenthèses
j'avais encore mon boulot en tant que dans le cabinet d'expertise comptable. Donc, je faisais mon boulot la journée. Le midi, je courais aller préparer les colis de mes clients. Le soir, je bossais jusqu'à pas d'heure. Et le week-end, je sortais jusqu'à pas d'heure. Donc, très clairement, ce rythme, je regrette rien, parce que j'ai bien aimé dans le contexte, encore une fois, qu'il était, mais je l'aurais pas fait 10 ans, j'aurais pas tenu 10 ans. Et à un moment donné, il y a eu le déclic de se dire, bah oui, il faut que, d'une part, je cloisonne vie pro, vie perso, parce que c'est le problème quand on a sa boîte et on l'apprend assez vite, c'est qu'en fait, on débranche jamais. Et du coup, bah, si on dort mal, on est crevé, on prend les mauvaises décisions et c'est un cercle vicieux. Si le week-end, on est à sa boîte, bah, en fait, on n'est pas avec sa copine, ses proches, sa famille. Donc, très vite, j'ai eu la nécessité de me dire, OK, je me fais des grosses semaines, des grosses journées. Par contre, le week-end, je coupe. Je sais que c'est mon associé a une autre façon de faire. Lui, il arrive plus à gérer ça. Moi, j'ai ce besoin de cloisonner. Et donc là, ça fait déjà des années où je ne travaille pas le week-end. Et vraiment, de toute façon, une des choses que j'ai faites aussi, c'est de désactiver toutes les notifications sur mon portable, sans exception. Ce qui fait que le week-end, je ne suis pas dérangé. Moi, j'ai perdu l'habitude d'aller voir mes mails le week-end et je n'ai pas de notification. Donc, ça me permet vraiment de me mettre mes propres barrières pour ça. Donc ça a été un des premiers déclics. Ensuite, ça a été de reprendre le sport. Ça me manquait. Et je sentais que j'étais plus tendu, plus nerveux, plus colérique parce que je n'avais pas mon échappatoire, quoi. Donc j'ai repris le sport et ça m'a fait un bien fou. Là aujourd'hui, maintenant je fais du sport tous les jours, tous les midis. Je fais du triathlon, du vélo en compétition et de la course à pied. Donc c'est une super façon de se dépenser et ça fait du bien à la tête et au corps. Même si, bon, au corps, pas toujours des fois, mais dans le sport à outrance, mais ça c'est un autre sujet. Donc ça a été un deuxième déclic. Et justement, tu voulais que je fasse le lien avec entre l'entrepreneuriat et le sport, enfin plutôt entre la santé et l'entrepreneuriat. Et moi, justement, je fais le lien avec le sport. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, être entrepreneur, c'est comme être athlète de haut niveau. C'est qu'on doit prendre soin de son corps et de sa tête, donc de sa santé physique et mentale, pour être performant, tout simplement. C'est-à-dire que si je considère que si je dors mal, en fait, mon cerveau il n'est pas à 100% de son potentiel, donc je vais peut-être pas prendre les bonnes décisions. Si physiquement, pareil, je suis pas bien ou fatigué, ça va se retranscrire aussi dans la boîte. Donc en fait, pour être bien dans ma boîte, il faut que je sois bien moi et donc que je fasse attention à ma tête, à mon corps. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, dans mon agenda, tous les midis, il y a marqué sport. Et c'est public. Les équipes le savent. Elles me voient très bien me barrer, faire du vélo ou courir. Et alors, ils m'ont jamais rien dit. Peut-être qu'ils ils en pensent quelque chose, j'en fais rien. En tout cas, moi, c'est clair pour tout le monde. J'ai besoin de ça. Et j'ai aucune problématique avec ça. Et je gère mon agenda en fonction de ça. C'est-à-dire que c'est pas si j'ai le temps, je vais faire du sport. C'est un rendez-vous, je fais du sport parce que je sais que derrière, je vais être beaucoup plus disponible mentalement et physiquement pour le reste de ma journée. Ok. Quand tu es en déplacement, tu gères comment ? Et quand je suis en déplacement, alors l'avantage de la course à pied, c'est qu'on peut emmener ses running. Et voilà. Ça, c'est top. Le vélo, c'est plus compliqué. Après, il y a les salles de sport où on peut aussi aller en salle de sport. Il m'est déjà arrivé aussi, parce que j'adore la montagne, j'adore le vélo en montagne. Ça peut paraître paradoxal, mais monter des cols, c'est ce que je préfère par-dessus tout. Donc, ça m'est même arrivé de mettre le vélo dans le coffre et de partir un matin faire du vélo avant de démarrer une journée quand je vais proche de la montagne ou autre. Donc, moi, j'aime bien le vélo en montagne. Moi, j'aime bien le vélo en montagne, mais il faut qu'il y ait une batterie dessus, quoi. Parce que ce qui est déjà très bien, hein. Tout le monde n'est pas capable de monter avec une batterie à un col. Non, moi, il n'y a pas de batterie, mais bon, c'est un plaisir qui peut paraître un peu bizarre, mais qui est vraiment là. D'ailleurs, j'ai aussi toujours une semaine de vélo en montagne début juin, qui est toujours prévue, où je me fais une semaine avec des amis à monter l'école et
c'est ressourçant. En tout cas, c'est ma manière de me ressourcer. Ok. Donc voilà, donc les déplacements, je les gère comme ça avec le sport. Ok, donc, mais quand tu dis sport, tu as parlé de sommeil aussi, donc c'est en lien. J'imagine que tu as aussi fait un lien avec l'hydratation. Ouais, en fait, alors il y a aussi une chose qui peut être, ça peut être bien et pas bien, c'est que moi, quand j'envisage le sport, j'envisage le sport performance. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de sport sans compétition. J'ai toujours fait du sport avec de la compétition. C'est une manière de me fixer des objectifs, de me challenger, voilà. Et donc, quand on est dans ce rapport-là au sport, eh ben, on pense aussi nutrition, on pense hydratation, on pense sommeil. Euh, donc, et en plus, on est de toute façon, quand on fait du fractionné, qu'on va pousser le cœur très loin, en fait, on se met aussi le corps dans un état de fatigue, mais de bonne fatigue, qui fait qu'en fait, on dort aussi beaucoup mieux. Moi, je dors beaucoup mieux quand j'ai fait du sport dans ma journée. Euh, et donc, en fait, j'ai du coup une bonne qualité de sommeil. Euh, Là où avant, je pouvais me sentir fatigué, mais ne pas réussir à m'endormir parce que j'étais encore nerveux, tendu, parce que je m'étais pas assez dépensé. Donc ouais, j'avoue que j'ai tendance à mettre un peu tout dedans, le sommeil, la nutrition, l'hydratation, et tout simplement pour faire en sorte que je me sente bien, quoi. Il faut que je me sente bien, moi, dans mon corps, pour être bien au quotidien, au boulot, mais pas que, hein, de manière générale, Ouais. dans tout ce que je fais. Et alors, comment tu gères les coups de stress au boulot? Là, par exemple, tu m'as expliqué que les 2 dernières années, là, 2023-2024, sont un peu plus compliquées d'un point de vue chiffre d'affaires. Comment tu le gères, ça? Parce que tu dis aussi que tu coupes les week-ends. Si tu as un truc qui te tient dans la tête, comment tu fais vraiment pour couper? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu te dis? Comment tu gères? Qu'est-ce que tu fais? Alors, le week-end, déjà, le fait de m'occuper, j'ai du mal, par contre, à rien faire. Peut-être parce que je me voile la face sur certaines choses, j'en sais rien, mais j'ai du mal à rien faire. Donc, le fait d'être occupé fait que bah, je pense pas au boulot et je pense à ce que je vis et ce que je fais durant le week-end. La nuit, ça c'était la théorie. La pratique, il faut pas se leurrer. Il y a quand même des fois où la nuit, je me réveille et ça commence à gamberger là-dedans. Et puis bah, il se passe 1 heure où on dort pas. Hein, ça clairement, hein, on va dire, on n'est pas des machines et enfin, ça fait jamais c'est plaisir pas quand ça arrive, on-off. mais c'est plus. Maintenant, c'est ça. Et puis c'est plus fort que nous, quoi. Donc encore plus quand évidemment il y a des plus grandes difficultés et des plus grandes challenges en entreprise, évidemment que ça arrive plus souvent. Maintenant, même en ce moment où le contexte fait que c'est plus challengeant, je pense qu'il y a 2 manières de faire. Soit je me dis, faut que faut que je travaille encore plus, que je me batte encore plus, et donc que je fasse encore plus d'heures, au risque d'y faire passer ma santé physique ou mentale. Ou je me dis au contraire, j'ai encore plus besoin de me ressourcer, encore plus besoin de prendre des choses positives ailleurs. Et c'est plutôt le choix que j'ai fait. C'est de me dire, au contraire, je ne vais pas arrêter le sport, arrêter les bons moments, etc. Parce que j'ai besoin d'énergie positive, j'ai besoin de me ressourcer pour affronter les éventuelles difficultés qu'il y a en ce moment avec le contexte économique. Donc j'ai au contraire gardé le sport, gardé du coup la qualité de sommeil qui va avec, la nutrition, tout le reste, pour être vraiment focus dans les moments importants de ma boîte. Plutôt que de me dire, de retourner à ce que j'ai décrit tout à l'heure où j'avais 25 ans, où je faisais que bosser, mais où je pense que j'étais pas le plus productif et le plus efficient au boulot. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être plus efficace que je l'ai été il y a quelques années. Ok. Alors, qu'est-ce que tu mets dans la santé mentale? Dans la santé mentale, je mets le fait d'être bien avec soi-même. Et là, je parle pas que de boulot, c'est d'être
d'être OK avec soi-même, savoir ce qu'on veut dans la vie. Et dedans, va forcément y avoir la vie de couple, la vie de famille. Moi, j'ai un petit qui a 15 mois, donc c'est quelque chose qui joue beaucoup. Il y a, en gros, pour moi, c'est est-ce qu'on a atteint un certain équilibre? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est que je sais que j'ai besoin d'un équilibre, amis, famille, sport, boulot, etc. Et donc, ma santé mentale, je la considère bonne quand l'équilibre est bon. Quand il y a un déséquilibre, ça crée une certaine, un problème mental et auquel cas, il faut savoir, et moi je l'ai fait dans le passé, savoir se faire accompagner, voir quelqu'un, en parler, etc. Alors tout le monde n'est pas pareil, encore une fois, mais moi je sais que j'ai besoin d'extérioriser, donc d'en parler, de voir quelqu'un. Et ça, je pense que ça fluctue tout le temps au cours de nos vies. Moi, je vais avoir 34 ans cette année. Je découvre un peu. Je trouve que la période 15 ans, 20 ans, on est un peu insouciant, on ne se pose pas trop ces questions-là. Et là, je commence depuis quelques années à me rendre compte que, et c'est marrant, ça va aussi avec la boîte, à me rendre compte que, ouais, il y a des hauts et des bas. Et en fait, comme je disais, jusqu'à 2022, la boîte, elle a fait que des hauts. Et on me disait, tu verras, c'est cyclique, tu auras les moments durs. Et tu as beau le savoir, tu veux pas que ça arrive. Et quand ça arrive, tu te dis, ah, ça y est, c'est là le fameux moment. Et en fait, une fois que tu l'as accepté et que tu te dis que c'est normal et que tous les entrepreneurs passent par là, en fait, tu le prends un peu plus sereinement. Et donc, c'est comme ça que je le vis. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours et tout le temps, mais c'est comme ça que je l'analyse, quoi. Ok. J'ai interviewé un dirigeant qui intègre aussi le sport en compétition et lui, il me disait que le fait d'atteindre des objectifs en compétition, ça lui permettait d'avoir de la confiance, d'avoir de l'estime pour lui et donc du coup, c'est ce qui nourrissait sa bonne santé mentale. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. En fait, je pense que de toute façon, tous, on a besoin d'estime de soi, de confiance en soi, de reconnaissance. Quand on s'intéresse un peu aux sujets psychologiques, mentaux, etc., il y a beaucoup de choses qui ramènent à l'ego à chaque fois. Tout le temps, ce fameux ego qu'on a toutes et tous, hein, qui est à la fois porteur et en même temps qui crée aussi parfois pas mal de problèmes les uns avec les autres. La personne qui t'a dit que le sport était intéressant et important pour lui, pour la reconnaissance et la valorisation, je suis d'accord parce que on en a tous besoin. On va le chercher là où on peut, là où voilà, on en a besoin dans la boîte, mais encore plus justement quand tous les chiffres, tous les voyants sont pas au vert. Il y a ce besoin d'aller chercher des voyants verts ailleurs en fait. Et en effet, moi, quand je gagne une course de vélo, ça n'a pourtant rien à voir avec mon boulot de vendre des chaussures, mais ça me donne une certaine confiance en moi qui va m'aider le reste de la semaine. Donc oui, aller chercher de la performance sportive et des bons résultats sportifs ou atteindre ses objectifs, peu importe ce qui nous valorise, ça peut aider, je pense, dans la gestion de sa boîte. Là où il faut faire attention, c'est à l'inverse, quand on n'atteint pas ses objectifs sportifs également, comment ça influe à l'inverse sur la boîte. Ça va dans les deux sens. Et du coup, on peut vite tomber dans un cercle vicieux où les chiffres sont rouges dans la boîte, j'atteins pas mes objectifs dans le sport, et en fait, après, on peut tomber dans un système de surentraînement, de fatigue, et en fait, tout le cercle vertueux qu'on pensait créer devient un cercle vicieux. Donc ça, faut en être conscient, et voilà. Et moi, j'en parle parce que ça m'est arrivé là il y a quelques semaines où du coup, je m'étais mis des gros objectifs sportifs. Mais je pense que la tête, elle n'était pas là. Elle était, mine de rien, je disais, une qualité de sommeil un peu moins bonne, la tête qui est un peu ailleurs, qui est à l'entreprise, etc. Et j'ai chuté en course. Alors, c'est des choses qui arrivent dans un peloton cycliste, mais mine de rien, qui m'était quand même peu arrivé. Je pense que c'est pas un hasard que ça arrive là maintenant, parce qu'il y a moins de concentration. En plus, c'est une chute que je provoque moi, donc c'est, je pense, vraiment lié à la concentration, à l'instant présent. Est-ce qu'on est vraiment là? Et en fait, derrière, c'est des blessures, c'est du coup le corps il est moins bon. Enfin,
Donc, en fait, ça peut aussi être... faut faire attention à ce double tranchant, quoi. Ça peut être bénéfique, comme ça peut être... Tout à fait. Et donc, moi, je l'ai analysé comme ça. Et là, j'ai un peu réduit sur les compétitions. Ou en tout cas, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller s'augmenter des objectifs ou se mettre une énorme charge de compétition. Écoute, faut que je m'écoute et que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que je revienne à un équilibre. C'est que là, il y avait un déséquilibre. Donc, il faut revenir à un équilibre. Ok, mais c'est marrant que tu parles de ces fameux objectifs peut-être un peu trop ambitieux que tu revois pour limiter la charge ou voire éviter les blessures, etc. C'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Quand on se fixe des trop gros objectifs, on est en surcharge mentale et on n'y arrive pas. Et voilà, et après, ça devient un cercle vicieux. Le fait de se mettre des plus petits objectifs, ça permet de les atteindre et donc d'être en confiance et donc d'avoir de l'énergie et du positif pour aller sur un autre objectif, quoi. Ouais, complètement. Bah, comme on dit, mieux vaut des petits objectifs petit à petit pour atteindre un gros objectif que tout de suite se fixer un gros objectif sans objectif intermédiaire où au final on peut y laisser de l'énergie et si on ne l'atteint pas, ça peut faire qu'on perde confiance en soi. Ouais, complètement. Ok, bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu pourrais éventuellement donner un ou deux conseils à ces dirigeants qui sont comme nous, des dirigeants de petites sociétés qui sont beaucoup dans l'opérationnel et qui gèrent beaucoup de choses et qui, eux, pour le coup, n'arrivent pas à voir comment ils auraient le temps de prendre soin d'eux? Eh bien, ce que je pourrais dire, et encore une fois, ce n'est que mon avis, il vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'en France notamment, on est beaucoup dans une société de faire des heures, de travailler beaucoup. Je pense qu'il faut se désolidariser de ça et se dire que ce qui compte, c'est d'être productif et efficient dans ce qu'on fait, que ce n'est pas une question de volume et d'heures, et que du coup, de se mettre une activité sportive et dedans, je mets, peu importe, une activité tout court d'ailleurs, pas forcément que sportive, une activité qui nous fait du bien et qui évacue la tête. Ça peut être... il y en a, c'est les jeux vidéo, il y en a, c'est le yoga, il y en a, c'est peu importe, une activité, se mettre une activité dans son agenda qui fait du bien, qui aère l'esprit et s'y tenir et que ça fasse partie de l'agenda. Et oui, on va avoir moins d'heures de travail, mais je pense que d'une part, on va être plus efficient et productif sur le reste de la journée. Et d'autre part, on se rend compte quand même que quand on a moins de temps, on priorise. Et en fait, on se rend compte que avant, moi, je me rends compte en tout cas, avant, je faisais 10 choses. Il y en avait, je dis n'importe quoi, il y en avait 2 qui marchaient. Aujourd'hui, j'en fais peut-être 6 et il y a toujours les 2 qui marchent. Et en fait, j'ai juste gommé ce qui me faisait perdre mon temps et n'était pas utile. Donc, ça, c'est mon rappel, c'est mon ancien manager qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, à un moment donné, quand les journées raccourcissent, on priorise. Et il parlait notamment des enfants, la gestion familiale. Moi, il y a ça qui s'est rajouté. Et c'est vrai. Enfin, je trouve que c'est vrai. Donc voilà, se mettre une activité qui fait du bien, ne pas penser aux heures que ça prend, parce qu'en fait, ce sera retrouvé à un moment donné dans l'efficience et dans la priorisation des tâches. Ok, génial. Mais écoute, merci beaucoup, Kevin. Merci pour ton témoignage. Encore un bel exemple que je vais pouvoir partager sur la chaîne de podcast et sur la chaîne YouTube où j'indiquerai ton nom, j'indiquerai le nom aussi de ta boîte. Je taguerai là sur les différents réseaux sociaux sur lesquels ça va être diffusé pour que les gens puissent aussi te retrouver et aillent voir tes belles chaussures RSE que j'ai découvert aussi sur le site internet qui ont vraiment l'air top. Qui donne vraiment envie d'être acheté. Donc voilà, merci à toi. Ouais. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt. À toi aussi. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en
prenant soin de votre santé physique et mentale. Vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!